Bien, tout le monde est prêt. Nous allons accueillir aujourd'hui Michael Freudenthal, qui effectue une thèse en sciences de l'éducation sur le sujet de l'influence de la fiction sur la participation et sur l'apprentissage dans les jeux de société et de loisirs. Alors, point particulier, sa recherche, qu'il mène sous la direction de Gilles Bruguère et de Vincent Berry au laboratoire Experis à Paris, Nord, Sorbonne, est financée par un partenariat CIFRE avec un groupe qui s'appelle Asmodée dans le cadre du programme Game in Lab. Donc on va tout de suite l'écouter avec délectation et peut-être dans l'esprit se plonger dans ce live action role playing game que tu vas relater. Merci beaucoup et merci au comité d'organisation. Je suis très content d'être là. Et effectivement, voilà, une thèse en sciences de l'éducation avec une orientation plutôt sociologique qui va se faire donc, sur des jeux de société au sens très large, puisque ça inclut donc des jeux de rôle grandeur nature ou LARP en anglais. Et donc dans une perspective d'étude plutôt du faire, des formes d'expérience et de pratique. Et effectivement, ma thèse est financée par un partenariat avec Asmodée. Et juste un mot sur le programme Game in Lab. C'est un programme qui vise à soutenir et diffuser la recherche sur le jeu de société, notamment en finançant chaque année une thèse, environ 5 projets ponctuels, annuels, à hauteur de 15 000 €, et des événements académiques ou professionnels d'ailleurs, sur toute l'année, toutes disciplines confondues, voilà, pas seulement applicatives. Donc je vous encourage évidemment à postuler l'année prochaine et à y penser quand vous aurez des projets. Alors pour commencer directement avec un petit peu de cadre théorique, de quoi on parle quand on parle de jeu de rôle. Alors, c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais les représentations, on va dire, stéréotypiques du jeu de rôle depuis les années 80, ça va être plutôt la figure d'adolescents et d'adolescentes enthousiastes autour d'une table avec des dés à la main, des feuilles de papier, des images un peu fantaisie. Donc je vous incite à voir les archives de l'INA à ce sujet qui sont aussi très amusantes. Et la version grandeur nature du jeu de rôle, c'est la même chose, sauf que les actions, au lieu d'être faites simulées avec des dés, sont moins simulées, utilisent d'autres formes de règles et on porte des costumes. Et on utilise parfois, je ne sais pas, des épées en mousse, ce genre de choses. Ou, comme pour le jeu que je vais montrer, des balles à blanc, parce que pourquoi pas. Mais il y a énormément de types de jeux de rôle très 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 différents. Et ce qu'on appelle jeu de rôle, en fait, c'est assez questionnable. C'est même controversé dans le milieu du jeu. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle ? Est-ce que le jeu du loup-garou, vous savez, le village s'endort ? Est-ce que le jeu du loup-garou, qui est parfois qualifié de jeu de rôle, est un jeu de rôle ? Est-ce que le jeu de rôle, qui se qualifie de jeu de rôle Starcrossed, mais qui utilise une tour de briques Jenga du jeu de société Jenga, est-ce que c'est un jeu de rôle ou est-ce que c'est un jeu de société ? Est-ce que des jeux qui se font dans la rue avec des passants qui, eux, ne jouent pas, sont des jeux de rôle, sont même des jeux pour qui ? Est-ce que, voilà, dans des exemples un peu plus extrêmes, est-ce qu'un jeu où des personnes en petite tenue dans une salle baignée d'une lumière verte, tapissée de 2 tonnes de farine et qui se jettent de la farine les uns aux autres pour parler de la mort, est-ce que c'est un jeu ? Concrètement, les gens qui y ont participé disaient avoir joué. D'où l'intérêt en fait de parler plutôt d'un ensemble de pratiques ou d'un assemblage de pratiques. Et c'est donc Björn Olekam qui propose cette idée sur base d'un modèle latourien de l'acteur réseau, en voyant donc ce réseau d'agents humains et non humains, de conventions partagées, qui se reconnaissent entre elles et communiquent entre elles. Elles sont capables de communiquer d'un pays à un autre, parfois même sans la langue, juste en utilisant le vocabulaire commun du jeu de rôle au sens très très large. Et un autre point commun qu'on peut trouver au jeu de rôle, au-delà de voilà, cette création et interprétation de personnages, on peut le résumer sous la forme de l'engagement dans un processus intercréatif, de interaction, création, puisque chaque personne qui interagit est un interlocuteur, une interlocutrice à part entière.
Donc ce terme de Coralie David semble désigner vraiment cette formule d'engagement spécifique au jeu de rôle. Donc au-delà du jeu de rôle, mon analyse des pratiques de jeux de société que je vais étudier va faire appel à l'outil conceptuel des cadres d'Erving Goffman qui explique en fait, ou qui permettent d'analyser l'interprétation qu'une personne fait d'une situation en utilisant donc des conventions, des normes qu'elle a apprises, qu'elle va négocier également en temps réel, collectivement avec les personnes impliquées dans la situation, souvent implicitement, pour donner du sens à ce qu'il se passe. Et le jeu, au sens, donc vous l'avez compris, pour moi, de jouer, play, et la fiction, au sens de ce qui n'a pas besoin d'être prouvé. On en parlait hier sur la feintise partagée. Le jeu et la fiction sont des cadres au sens où on attribue plus ou moins de la qualité jeu ou fiction selon la correspondance d'une situation, d'un objet, d'un artefact à certaines conventions sur lesquelles on s'accorde. Par exemple, et je crois qu'on faisait allusion à ça, lire une biographie en pensant qu'elle est documentaire, puis apprendre qu'elle a été créée de toutes pièces, c'est un bon exemple de changement de cadre, de changement de cadrage. Et donc je vais utiliser régulièrement fiction et documentaire dans ce sens-là, qui est proposé donc par Olivier Caïra. Et donc désolé aux personnes qui travaillent dans les archives pour cette utilisation de documentaire qui probablement n'est pas la même que la leur. Donc voilà, cette tension en fait entre fiction et documentarité, ça pourrait paraître paradoxal dans un jeu, puisque la nécessité du jeu, c'est que ce soit un petit peu pour de faux, et que le besoin du documentaire, c'est que ce soit prouvable. Et en fait, des analyses précédentes, notamment sur le jeu de rôle, ont prouvé aussi que dans une pratique de jeu, au final, c'est le maintien du cadre du jeu, et donc celui de la fiction, qui va prendre la priorité quand on choisit quel cadre maintenir, c'est celui qui va prendre la priorité par rapport à celui de la documentarité. À choisir, on choisit plutôt ce qui arrange le jeu pour rester dans le jeu. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt d'aller plus loin dans les spécificités de cette tension fiction-documentarité dans un jeu et d'interroger la relation sociale, voire sensible, que ça peut occasionner. Et pour répondre à cette question, on a choisi plutôt de faire une étude qualitative sur un cas extrême, donc le jeu de rôle grandeur nature, qui a une base documentaire historique et où la fiction donc est improvisée collectivement, intercréée. Et on verra surtout la réception et l'utilisation de l'information historique et l'effet du contexte socioculturel sur l'intercréation de la fiction historique. J'espère que jusque-là, ça va, puisque je sais que je dénote un peu par rapport aux présentations d'hier. Donc, en bref, ça va être une analyse à partir de mon étude de cas du jeu de rôle grandeur nature, ou LARP, Légion Siberian Story, qui a fait l'objet de ma recherche de master et plusieurs articles en cours d'écriture ou d'édition. Les photos sont très importantes pour Légion, et c'est pour ça qu'il y en aura dans la présentation. Rapidement, parce que je vais aller rapidement sur la méthode, l'analyse qui suit, donc, elle est basée sur l'ethnographie de ma participation observante et sur des entretiens plus ou moins formels. Je souligne aussi que sur l'aspect fiction historique, je me suis concentré sur l'expérience des individus qui n'avaient pas de lien culturel au territoire en question. Donc pas forcément des personnes tchèques ou slovaques ou autrichiennes ou russes, mais plutôt des touristes, entre guillemets. Et une petite précision éthique aussi, ma participation comme joueur et scientifique a été communiquée à l'organisation. Elle a été rappelée aussi à chaque conversation qui dépassait quelques minutes ou quelques lignes de texte, des échanges. Je rappelais pourquoi j'étais aussi curieuse à propos de l'expérience de la personne à qui je parlais. Et mes données suivent la plupart des recommandations en fait, des nouveaux comités éthiques français, mais ceux-ci ne sont pas encore tout à fait préparés aux problématiques de l'enquête de terrain. Donc j'espère qu'au fil du temps, on pourra en reparler avec eux. Donc voilà, je passe rapidement la méthodologie, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin. Donc, puisque ma perspective, c'est l'étude d'un terrain, je ne suis pas en archives, histoire, géographie ou politique, je vais essayer de résumer très rapidement la situation de la fiction historique
Ça se place dans le contexte historique de la Sibérie de 1918. Alors, durant la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de Tchèques et de Slovaques qui vont former une légion au sein de l'armée russe. C'est-à-dire qu'ils partent de l'Empire austro-hongrois pour aller rejoindre l'armée du Tsar afin de se battre contre l'Empire austro-hongrois et obtenir la création d'un État tchécoslovaque sur ce territoire-là. Et après la révolution russe en 1917, les frontières sont bloquées et donc ils doivent traverser intégralement la Russie en pleine guerre civile pour aller prendre un bateau pour l'Europe et faire tout le tour. Et la tension avec les bolcheviks amène la Légion à aider les anti-bolcheviks et ensuite se retourner contre les anti-bolcheviks. Donc cet épisode historique, il est très particulier. Et ce qui est intéressant ça en fait une anecdote historique vraiment très intéressante au sens où le jeu, la fiction du LARP que j'étudie, en fait une sorte d'épopée héroïque et tragique avec plein de dilemmes éthiques et de valeurs contradictoires. Mais voilà, c'est une anecdote qui est très polémique politiquement. Elle est instrumentalisée, par exemple, comme symbole anticommuniste donc en République tchèque, pas seulement, hein, mais notamment. Et sur le territoire russe, apparemment, il y a plutôt un usage de cette anecdote pour parler de la responsabilité de cette légion dans la guerre civile. Et voilà, par exemple, dans le sujet de la conservation des monuments aux morts, c'est un sujet qui est vraiment encore polémique aujourd'hui, selon les situations socioculturelles des personnes. Donc voilà pour l'aspect un petit peu historique. Et un point aussi qui est intéressant et qui se rapporte également, qui a un lien avec la présentation d'hier sur Town of Light d'Elisa Vial, c'est que le jeu Légion a été conçu avec un travail d'archives sur les journaux tenus par les légionnaires et avec des associations d'anciens légionnaires et les personnages ont été formés justement comme une sorte d'agrégat également de subjectivité pour reprendre ces termes. Et le contexte historique plus global reste celui de l'histoire à l'échelle des nations, et donc pas de risque d'uchronie. On parle pour reprendre des termes historiques, j'espère pas abusivement, de micro-histoire plutôt que macro-histoire. Mais voilà. Les motivations à créer Légion rapidement étaient plutôt ludiques. Ça a été créé en tchèque, ça a été ensuite adapté à un public international. Ça a été traduit, mais vraiment adapté énormément, notamment pour défendre le côté local, le côté nous avons une forme de jeu de rôle grandeur nature, nous ici en République tchèque, et elle est différente de celle qui commence à se globaliser, qui est américaine ou qui est nordique, donc des pays nordiques. Et donc il y a cette perception d'une attaque culturelle qui a motivé aussi à la traduction de Légion et sa diffusion. Et au niveau des personnes qui rejoignent Légion, pourquoi rejoindre Légion ? Parce que c'est une expérience physiquement exigeante. Alors c'est un élément de motivation, une expérience positive, négative, comme dit Marcus Montola. C'est une marche de 20 km qui représente cette marche dans la Sibérie. C'est une esthétique et une histoire authentique. Vous allez le voir à travers les photos, ça donne cette impression, ce sentiment d'authenticité historique. Et c'est une fiction qui se propose comme dramatique, intense, comme vous voyez dans les mots-clés guerre, patrie, héroïsme, crise. Donc, dernier point théorique, avant de vous montrer quelques bouts d'entretien. Les cadres que je vais utiliser pour décrire Légion, c'est à la suite de notamment Gary Alan Fine, mais pas seulement, de voir trois cadres qui sont entremêlés et les uns dans les autres. Un cadre social et interculturel, celui de l'événement, un cadre du jeu de rôle au sens role-playing, et pas seulement un jeu de rôle, mais role-playing, donc l'intercréation, et le cadre de la fiction historique, donc celui des personnages et du contexte. Et ces cadres, en fait, sont également utilisés dans le méta-jeu, donc les discussions et activités autour du jeu. On reprend en fait ces différents rôles de participants-participantes, de joueurs, de personnages pour parler. Et parfois, quand on dit « je », j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai dit ça, etc., parfois, c'est au nom du personnage, parfois c'est au nom de la personne qui joue, parfois c'est au nom de la personne qui participe. Un petit exemple, et ces cadres, comme je disais,
sont en tension, sont entremêlés et ils peuvent être maintenus, ils peuvent être réparés, ils peuvent être rompus. Et parfois, c'est fait de manière intentionnelle et consciente, et parfois pas du tout, et avec différents degrés. Et on peut même jouer avec les cadres, comme par exemple, et là je commence à montrer des extraits de l'entretien avec Margot et Victor. Margot joue un personnage de foi orthodoxe et très peu cultivé. Et le joueur qui interprète son frère, le frère du personnage de Margot, entend et identifie la chanson Douce Nuit, puisque le jeu se passe la veille de Noël, la fiction, et demande au personnage de Margot de quoi il s'agit. Donc l'interaction, ça forme avec Margot une sorte de communication de connivence en fait, pour une sorte de complicité presque humoristique. Le côté débile, c'était débile en fait, qui me disent c'est quoi cette chanson, parce que évidemment moi je la connais, en plus elle la connaît en 3 langues. Et non seulement c'est voilà, cette connivence, mais en plus il y a une sorte d'étalonnage, de calibration collective des limites de la fiction historique. Donc ça c'est vraiment jouer avec les cadres, mais également définir les limites des cadres de ce que c'est la fiction, ce que c'est le documentaire, et à quel point on va dans l'un ou dans l'autre. Dans un autre exemple, Margot pense sur un autre sujet, merde, est-ce que mon personnage savait ça? C'est une citation de Margot. Donc voilà, l'entretien très riche oui, je précise, l'entretien très, très riche avec Margot et Victor, je vais l'utiliser dans les prochaines slides, parce qu'il est vraiment représentatif du terrain et de la littérature académique et de la littérature émique, au sens créé par les fans et d'autres, et les frontières sont peureuses parfois. Et donc ces exemples sont très représentatifs. Donc il ne faut pas les prendre uniquement comme exemple ponctuel, mais comme exemple représentatif, si vous voulez bien. Donc, déjà, la réception de la fiction historique d'un point de vue de cadrage, il y a des liens émotionnels particuliers qui se rattachent au jeu avec l'histoire, qui ont déjà été documentés. C'est voilà, ce sentiment d'authenticité historique qui est évoqué notamment par Mochoki, Michal Mochoki, qui étudiait les pratiques d'histoire vivante, dispositif muséal et jeu de rôle grandeur nature. Ou encore Antoine Daufragne ou Gilles Bartholin, qui montraient qu'il suffisait parfois d'éloigner juste la modernité pour faire historique. Par exemple, on éteint toutes les lumières ici, on allume une bougie et ça fait suffisamment historique pour faire un jeu de rôle grandeur nature. Voilà, pas besoin d'aller dans la campagne tchèque, marcher 20 km dans la neige. Et pourtant, c'est quelque chose de différent. Et donc dans Légion, on peut voir ce sentiment, notamment dans les 2 premières citations que vous voyez là. Ça m'a beaucoup touché, c'était pas juste de la fiction. On peut voir aussi que ce sentiment peut arriver dans des moments de prise de conscience. Il y a un lien métaréflexif qui se fait, donc de conscience d'être conscient, entre voilà, la base historique et ce qui fait dans le jeu référence à cette base. Donc par exemple le fait de marcher, d'être fatigué, d'avoir froid, donc l'expérience, mais un lien métaréflexif aussi de voir le territoire, le paysage, la neige, et de penser à cette base documentaire de l'anecdote historique de la Légion qui marchait en Sibérie, ou un objet du jeu comme les journaux des légionnaires. Dans le jeu, il y a des journaux, et on les tient, et on les lit, et donc il y a un lien qui se fait. On n'en a déduit pas forcément une acquisition de connaissances, voilà, et sans aller trop loin dans, dans les théories de l'apprentissage, qu'on va, de mon côté, plutôt analyser comme situé à la suite de Jean Lave, notamment. Sans aller trop loin dans les théories de l'apprentissage, un des premiers contacts avec les informations historiques, documentaires, se fait dans les documents textuels qui sont envoyés par l'organisation. Donc les documents... les documents qui sont envoyés, comme ce que les personnes qui jouent doivent savoir pour pouvoir jouer. Et ces informations, donc on reçoit des informations qui décrivent, voilà, l'histoire c'est ça, mais elles ne sont jamais considérées par les personnes qui jouent comme une source primaire. Elles ne sont jamais considérées comme ça, c'est une source documentaire, ce qui est écrit là, c'est vrai. Elles sont pas lues comme documentaires, elles sont vraiment lues comme faisant partie d'un jeu, d'une fiction. Il y a un statut ambivalent de l'information qui est reçue par les joueurs. Et donc, ensuite, et même pendant le jeu,
ils vont utiliser parfois ces connaissances historiques, mais avec une sorte de prudence, de vérification, qui sous-entend ceci est peut-être une fausse information, mais. Donc, par exemple, Margot, en parlant donc là de Milan Ratislav Stefanik, elle a bien appris le nom Stefanik. Donc là, je le prononce mal exprès, parce que c'est comme ça que c'était fait. Elle a bien retenu ce nom, mais vérifie avec Victor, ce calibre avec Victor, qu'il avait utilisé dans une phrase et qui est plus légitime, puisque Victor jouait un personnage de Slovaque. Elle vérifie que le nom est bien le bon, que la personne qu'elle identifiait était bien le bon. Et ils utilisent pour ça un petit peu des stéréotypes qui ont été partagés par le jeu. Stefanik, c'est l'homme de main slovaque de la personne importante tchèque qui a réellement réussi à fonder la République tchèque. Ce qui est un peu ce que suggère la fiction. Ce qui est, comme vous l'imaginez bien, très biaisé. Même si c'est pas vraiment une volonté de l'organisation, je pense là-dessus, c'est plus pour jouer sur le racisme anti-slovaque, qui est complètement assumé et explicite dans le jeu. Et ces vérifications se faisaient aussi socialement durant le jeu, juste après, parfois à la suite du jeu, parfois même individuellement, comme Margot indique avoir l'intention de le faire, d'aller trier le vrai du faux. Et comme on a pu le voir dans d'autres types de jeux, l'envie d'aller vérifier et si ce jeu était, enfin, est-ce que ce jeu parlait de choses qui étaient vraies, oui ou non, etc. Donc, sans aller sur l'intégralité de les citations de Margot, qui est vraiment très intéressante, je vais compléter. Elle dit j'aime bien apprendre un pan de l'histoire par le GN, le jeu de rôle grandeur nature, et aller après le titiller, parce que je suis motivé par ce que j'ai vécu, qui était très forte comme expérience immersive. Je peux aller voir beaucoup plus d'infos que je n'irais pas en chercher avant, et lire beaucoup plus de trucs, voir des films et tout, parce que je suis encore dans l'engagement de mon GN, et que j'ai envie de trier le faux du vrai, et de me dire « Putain, mais ça, c'était vrai, ils ont vraiment fait ça, et tout ». Donc il y a vraiment voilà, cette inertie, ce poids qui poursuit le jeu. Et plus important, enfin pour aller plus loin en fait, le poids émotionnel de l'authenticité historique, le lien métaréflexif qu'on vient d'évoquer entre le passé et ce qu'il le représente. Pour les personnes qui ne sont donc pas locales du territoire, il est effectivement attribué au récit historique, qui est effectivement poignant, qui est fortement dramatisé par la fiction, et il est attribué aussi au lien qui se fait avec l'histoire avec un grand H qu'on peut voir comme on peut le voir dans d'autres dispositifs ou d'autres jeux de rôle grandeur nature. J'ai également analysé autre chose, ce regard pesant là que je vais expliquer. Il y a une influence assez forte du cadre interculturel, territorial et culturel du LARP, en lien avec la situation un peu touristique du voyage en République tchèque. La randonnée dans la campagne tchèque, la dépendance à l'organisation locale, a vraiment quelque chose de touristique. Et il y avait aussi la présence continue de membres de l'organisation, supposément tchèques, bien que tout le monde ne l'était pas en fait. Il y avait des personnes d'autres pays qui étaient venues exprès pour aider l'organisation. Et ils étaient là en tant que guides pendant la marche, ils étaient là en tant que personnages non joueurs pendant les étapes d'arrêt où ils jouaient un rôle ponctuel. Ils étaient là en tant que photographes qui créaient les belles images authentiques qui ont attiré jusque-là. Alors que nous, je vais m'intégrer dedans, nous touristes, mais expérimentés dans les jeux de rôle grandeur nature, en tout cas pour les personnes que j'ai interrogées, nous nous sentions à la fois suffisamment légitimes dans le cadre du jeu pour intercréer la fiction historique. Nous étions également, en fait, dans un cadre interculturel où les Tchèques étaient perçus comme plus légitimes et possédant des connaissances implicites, notamment un lien sensible moral et politique au sujet, que nous ignorions. Et donc ça nous mettait dans une sorte de situation d'ignorance relative, d'incertitude quant à ce que l'activité que nous faisions pouvait avoir comme sens plus profond, comme implication moderne. Donc c'était, en termes un peu théoriques, c'était une incursion du premier degré dans le second degré de la fiction, et qui, sans rompre le cadre du jeu, puisqu'on est là pour jouer, et on était conscient de ça avant, sans rompre le cadre du jeu, ça lui rajoute une couche de risque potentiel de conséquences sociales.
c'est le risque d'irrespect, notamment envers le sujet, mais ça peut être plein de risques différents. Donc voilà, ce regard pesant, moi je le vois comme une sorte de modulation du cadre du jeu, en tout cas du jeu de rôle grandeur nature, là, puisque quand ce jeu se base, sa fiction, sur une connaissance documentaire sensible, que les joueurs ne maîtrisent pas, et qui est directement liée aux personnes présentes, qui sont, dans cet exemple-là, en force, puisqu'elles sont présentes, elles ont un certain rapport de force, on dépend d'elles, il y a ce poids. Donc on peut aussi trouver des exemples, si ça vous intéresse, de comparer à d'autres, dans des rapports écrits suite au LARP palestino-finlandais qui s'appelle Alat Izar, je pourrais vous donner le nom après, qui traitait d'oppression militaire, où ils disent ce LARP n'aurait pas pu être joué sans la présence de Palestiniens. Il n'aurait pas été le même et il aurait été différent, voire irrespectueux. Et c'est presque mot pour mot en fait ce que Margot et Victor ont dit pour Légion également, en se posant la question est-ce que ce LARP aurait pu être joué ailleurs ? Moi j'ai pu également, pour finir, puisque je suis à la limite du temps je crois, j'ai pu également l'observer de manière informelle dans un autre LARP qui s'appelle Future is Straight. Le futur est hétéro où il est dirigé. C'était un LARP international, sombre, absurde et avec un réalisme satirique sur le sujet des centres de, citation, réorientation sexuelle. Vous savez, les centres visant à changer l'orientation sexuelle ou le genre d'une personne, ce qui est interdit en France seulement depuis cette année. Donc, ça visait à parler de voilà, ces centres de thérapie de conversion. Sur les 2 premières sessions qui ont eu lieu en 2021, il y avait une majorité de joueurs LGBTQIA+, donc de personnes concernées par le sujet. Il y avait un sentiment partagé chez les joueurs cisgenres, donc non trans ou non binaires, et ou hétérosexuels, que j'ai pu interroger. En fait, ils avaient ce sentiment d'une sorte de pression à jouer leur rôle de façon réaliste, pour les citer, et de se rapprocher quelque part d'une réalité ou d'une perception de la réalité, non seulement qu'ils perçoivent comme documentaire, mais également qu'ils perçoivent comme ce que potentiellement les personnes qui sont présentes ont vécu. Et donc il y a ce respect, cette prudence à nouveau, par rapport à un risque potentiel de conséquences sociales et une incompréhension fondamentale de l'expérience des personnes qu'ils vont essayer de feindre, qu'ils vont essayer de jouer comme rôle. Donc voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que cette modulation du cadre du jeu puisse également se voir au travers des propos et des attitudes dans l'entretien, pendant le jeu, tout en étant voilà, dans un cadre de jeu sans conséquences, fictionnel. Et donc voilà, pour résumer très rapidement, les joueurs créent vraiment une relation, d'une part sur l'information historique, les joueurs créent une relation à la connaissance historique qui est vraiment consciente de son origine, elle est vraiment cadrée comme une fiction. Et dans un jeu où une fiction est créée sur base de documentaire, il peut y avoir une sorte de rapport de pouvoir qui se crée dans le lien au sujet et qui peut influencer la façon dont les personnes jouent. Là, dans les exemples que j'ai cités, il y avait un rapport de pouvoir en termes de nombre ou en termes d'organisation qui était favorable aux personnes concernées par le sujet, et donc ça influençait de cette manière-là, donc avec une légitimité, plus ou moins une légitimité sociale. Et pour aller plus loin, pour y réfléchir un petit peu davantage, voilà, ça m'a permis de tester aussi des protocoles. Et on pourra peut-être réfléchir à voir davantage ça comme des questions d'apprentissage en situation informelle de loisir, en particulier dans le jeu, et en particulier quand il y a un rôle créatif dans ce jeu. On pourra aussi s'intéresser à la question de l'observation de ces processus et de l'observation potentiellement dans les entretiens de comment on peut s'apercevoir que ça a été vécu comme ça, et à observer peut-être en direct également dans des terrains un peu plus ouverts que marcher 20 km dans la neige. Voilà, et plus d'études qualitatives et empiriques seraient vraiment très utiles, et sur peut-être d'autres jeux de société, moins niche aussi, permettraient d'analyser un petit peu davantage ces processus-là.
Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Michael pour cet exposé brillant et pour l'idée de nous faire passer de l'interactivité à l'interaction, qui est quand même le cœur aussi de l'interactivité, puisque là, on n'est plus dans un dispositif complètement simulé, mais on simule un dispositif réel et on place les gens en situation de vécu, puisqu'on les amène à vivre une situation et à en parler. J'ai une première remarque avant de poser 2-3 questions, très brèves, mais la remarque, c'est que ça m'a fait, en t'écoutant, ça m'a fait penser au théâtre de l'opprimé. Je ne sais pas si tu dois connaître, d'Augusto Boal, pour les gens qui ne connaissent pas. C'est tout un ensemble de théâtres qui est un théâtre de vérité, mais pas la vérité au sens il n'existe qu'une vérité, mais c'est de placer dans une situation invisible pour certains des éléments de vérité et amener des non-joueurs, des non-spectateurs, ou plutôt des spectateurs, involontairement, à appréhender une situation. Et autrement dit, tout le jeu consiste, pour l'acteur, à recréer une situation, à faire vivre, et ensuite à provoquer un débat. Donc ma première question, elle portera à propos de ce débat. C'est est-ce que dans les sessions de ce jeu, finalement, est-ce qu'il y a des relations avec des non-joueurs? Pas simplement les non-joueurs que tu as cités, c'est-à-dire les gens de l'organisation, mais quand on se promène dans la campagne tchèque, on doit rencontrer des animaux, on doit rencontrer des personnes qui n'ont rien à voir avec le jeu, et pourtant qui rentrent dans le cadre du jeu, comme on rentre dans le cadre d'une image sur un plateau, mais qui doivent amener le joueur à rester dans son rôle et à jouer à fond son rôle et peut-être interagir et peut-être avoir un retour du public qui est en face de lui. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, elle portera sur les sessions. Est-ce que d'une session à l'autre, les joueurs jouent le même... on a à peu près les mêmes joueurs. Et entre deux sessions, est-ce qu'il y a des débriefings, des commentaires, des conseils ou des interrogations? Et s'il y a ces interactions, quelle influence elles portent sur la deuxième session par rapport à la première? Et ma troisième question, elle portera sur la dimension purement théâtrale. C'est est-ce qu'il y a un moment dans le cadre du jeu des choses qui sont de l'ordre de la didascalie? C'est-à-dire qu'on met en place des situations où on met en place des informations qui permettent aux joueurs de rappeler qu'on est dans telle phase du jeu, simplement pour aider au cadrage. Donc une question sur la relation avec les non-joueurs, une question sur les éléments d'influence ou de modification ou de débriefing d'une session à l'autre, et puis sur les didascalies. Merci beaucoup pour ces questions. C'est vraiment parfait. Déjà un contre-commentaire à ton commentaire. Donc oui, le théâtre de l'opprimé est pas mal mobilisé par certaines traditions de jeux de rôle grandeur nature. En tout cas, ils y font référence. Ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que le théâtre de l'opprimé prend son nom de la pédagogie de l'opprimé de Paulo Freire. Et donc, il y a un lien qui se fait, au moins chronologique, socio-historique, à la pédagogie. Je trouve ça intéressant. Et il y a aussi des liens qui se font avec le théâtre brechtien. Notamment, l'idée de métaréflexion que j'ai utilisée vient d'une chercheuse en théâtre, avec le théâtre brechtien, qui confronte parfois ce fameux quatrième mur, ou qui casse ce quatrième mur, sans aller dans cet article de Hilda Levin est sur Internet, si vous voulez. Alors, les relations aux non-joueurs, je vais aller rapidement parce que je vais essayer de citer de tête quelque chose d'un des joueurs, pour ne pas aller le chercher et prendre du temps. Mais Victor, notamment, à un moment, a marché on marchait à plusieurs moments sur la route et il y avait des voitures. Et il raconte que les joueurs sur la route qui allaient d'un point A à un point B pour aller jouer à un point B, hurlait voiture, voiture, et donc tout le monde se mettait sur le côté. Et en fait, c'est très facile, mine de rien. On pourrait croire qu'il faut toujours rester en jeu dans
je cite, l'immersion. Mais en réalité, dans le jeu de rôle grandeur nature, il y a une sorte de muscle qui se crée à sortir, rentrer, randonneurs qui passent, le voir ou les voir et les laisser passer, ne rien dire, ou randonneurs qui nous adressent la parole et lui expliquer, on fait un jeu, voilà, et les laisser partir. Donc il y a ce muscle qui se fait très rapidement en fait. Bon, ensuite ça occasionne parfois des choses comme une partie de la troupe qui part à la recherche de quelqu'un qui s'est enfui dans les bois. C'était un jogger a priori, c'était pas une personne du jeu. Bon, ça a des effets sur le jeu malheureusement, mais effectivement on était dans la campagne. Par rapport aux sessions et ensuite aux didascalies, c'est très intéressant comme question puisque donc moi j'ai joué, là il y a eu plus de 26 sessions qui ont eu lieu, internationales et tchèques, donc du même jeu avec les mêmes personnages, mais ces personnages sont très faciles à s'approprier. Chaque personne va s'approprier vraiment son personnage et le jouer à sa manière, avec des conséquences très très différentes sur l'histoire globale, intercréée. C'est intercréé au sens vraiment il y a une création. Malgré le fait que ce soit un jeu très guidé, c'est très très différent les résultats. Et il y a effectivement une très grande influence, puisque comment on arrive à Légion, effectivement on voit les photos, mais on voit les photos où ? Sur les réseaux sociaux, où les amis qui font du jeu de rôle également postent leurs photos avec la magnifique photo que je vous ai montrée de moi avec une moustache. On poste, tout le monde, pendant un moment, avait tout le monde dans la communauté du jeu de rôle grandeur nature, par exemple francophone, une grande partie des francophones qui sont allés à Légion postent leurs photos de profil sur Facebook comme ça, et donc ça donne envie d'y aller, ça fait très historique. Voilà, évidemment on ne parle pas du fait qu'on va marcher sur des routes, voir des poteaux électriques, rencontrer des randonneurs, mais ces photos-là que vous voyez donnent vraiment cette impression-là qu'on est au milieu de la nature, qu'il n'y a rien d'autre, alors qu'en réalité, voilà, il y a énormément de choses qui n'ont rien à voir. Et donc il y a une influence entre joueurs parce que les gens qui ont déjà joué, les anciens légionnaires, entre guillemets, puisque on joue des civils aussi, vont parler du jeu d'une certaine manière, en disant par exemple « Ah, oh là là, je cite Margot, tu vas en chier ». C'est ce qu'on lui a dit, c'est « tu vas en chier ». Finalement, à la fin du jeu, « Ah, bah finalement, c'était pas si éprouvant physiquement ». Mais du coup, cette attente, que ce soit éprouvant physiquement, fait partie des attentes qui sont créées. Il y a d'autres attentes qui sont créées. Et à la fin du jeu, on compare aux différentes possibilités que le personnage avait. On rencontre des gens qui sont revenus jouer Légion avec un autre personnage qui dit « Ah, comment ça s'est passé, cette histoire d'amour avec un autre personnage ?» Parce que nous, on a fini par décider de se marier pendant le jeu. Et vous ? Ah ben non, moi j'avais pas du tout joué avec cette personne finalement. Et donc il y a une influence du débriefing qui est vachement importante et très très riche dans le jeu, puisque vraiment c'est un jeu d'exploration. Après le jeu, il y a vraiment de l'exploration. Il y a également la création de mèmes au sujet du jeu, donc j'ai choisi que des mèmes qui ne spoilent pas. Et finalement, pour répondre très rapidement aux didascalies, il y a le jeu de rôle grandeur nature est vraiment constitué, une grande partie du jeu de rôle grandeur nature est constituée d'éléments de cadrage qui aident à jouer d'une certaine manière. Et donc là, en l'occurrence, dans Légion, il y avait quelque chose qui s'appelle le Fate Play, le jeu du destin, où dans certains jeux, c'est une enveloppe qu'on ouvre, et là, c'était le journal des légionnaires qui était scellé, chaque page était scellée, et à chaque étape, on ouvrait la page liée à l'étape, et il y a les pensées internes du personnage qui nous indiquent un petit peu, vous devriez faire ça, avec parfois des didascalies qui nous obligent à faire ça. Tu devrais confronter cette personne maintenant, et pas après. Et donc, il y a des didascalies, il est très guidé, et pourtant, il y a des fins, il y a des récits très très différents. Mais effectivement, il y a des didascalies très guidées, et ça, c'est une spécificité justement de cette tradition de jeu tchèque qu'ils appellent le content LARP, le jeu de rôle grandeur nature à contenu. Mais en tout cas, comme ça qu'ils le décrivent. Ok, merci pour ces réponses qui montrent que le théâtre peut fournir un modèle d'analyse et de compréhension à des situations d'interaction ludique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vitaly ?
Merci pour cette présentation fort intéressante. Je voulais rebondir sur l'idée de la pédagogie des opprimés, en fait, sur lequel on a travaillé dans le groupe de recherche au Mouliden cette année, en lien avec le concept de conscientisation. J'étais curieuse de savoir si ce jeu de rôle grandeur nature avait une fonction, selon l'étude de réception que tu as fait, de conscientiser les membres de la communauté LGBTQI+, qui ont participé à, disons, réaliser leur capacité à s'émanciper par rapport à leur peut-être l'oppression auxquelles ils font encore face dans notre société, et puis non seulement de leur donner le désir de s'émanciper, mais aussi des outils pour se sortir de cette situation d'oppression. Et est-ce que c'est aussi un jeu qui pourrait sensibiliser les personnes qui ne font pas partie de la communauté LGBTQI+, à cette cause-là, au fait que ces personnes-là vivent encore, ils sont encore marginalisés aujourd'hui? Sachant qu'il y a encore des thérapies de conversion, même si c'est interdit, et voilà, il y a des courants encore qui réussissent à se démener pour continuer de le faire. Et encore une fois, ça a été interdit, je crois, c'est passé 1 mois ou 2 en France avant que j'aille au LARP. Donc c'était assez... par rapport à la pédagogie, mais les pédagogies ou la posture pédagogique de l'opprimé de Paulo Freire, il y a ce côté de créer une situation de débat. Et quelque part, on pourrait effectivement analyser le LARP dont tu parles, Futurist Straight, on pourrait l'analyser à travers effectivement la création d'une situation de débat ou une situation de discussion, soit entre personnes concernées directement par le sujet, soit entre personnes pas concernées par le sujet, soit entre tout le monde. On pourrait le voir comme ça. Alors, je n'ai pas fait c'est un terrain seulement que j'ai fait de manière informelle. Donc, j'y suis allé avec l'œil de chercheur éveillé, mais j'avais décidé de ne pas faire de recherche dessus. Et possiblement, j'aurais pu avoir l'accord, puisqu'il y avait une anthropologue sur place. Mais j'ai décidé d'y aller pour des raisons personnelles, mais avec l'œil éveillé. Donc je ne suis pas... voilà, mes réponses sont à prendre avec énormément de pincettes. Donc je ne vais pas dire oui, conscientisation, oui, machin. Mais pour répondre à ça, la situation que ça a créée, mais encore une fois, ce n'est pas le jeu qui a créé cette situation pour moi, c'est le fait qu'il y ait des gens qui soient inscrits et inscrites à un jeu sur ce sujet-là, qui aient accepté de jouer sur ce sujet-là, qui se soit retrouvé dans la situation de jouer à ce sujet-là avec le regard pesant des personnes concernées. Cette situation-là, encore une fois, c'est une approche de la pratique, du faire, et pas une approche internaliste du jeu. Cette situation-là, cette provocation de situation-là, qui peut-être n'aura plus jamais lieu, a provoqué, en tout cas, des réflexions assez intenses chez les personnes cisgenres et hétérosexuelles à qui j'ai pu parler. Évidemment, les personnes à qui j'ai pu parler sont les personnes vers qui je suis allé, parce qu'elles avaient également l'air... elles sont exprimées dans les groupes de parole, puisque pas mal de traditions de jeux de rôle grandeur nature impliquent des ateliers avant et des ateliers après. Pas tous, mais en tout cas dans les jeux assez intenses, généralement ils prévoient ça, intense émotionnellement. Donc en théorie, oui, ça pourrait être très intéressant de voir si ça peut être un outil de sensibilisation à ces causes. Est-ce que par contre, si on envoie des gens pour être sensibilisés à des causes sur ce GN, est-ce qu'ils ne vont pas y jouer de manière très très différente que les personnes qui y ont joué de leur propre chef, avec leur propre motivation intrinsèque de j'ai envie de jouer à ça pour mes propres raisons, qui était parfois d'ailleurs de se sensibiliser, mais c'était leur choix. Donc la question de s'en servir comme outil et donc de le formaliser et de passer d'une sorte d'apprentissage en situation complètement informelle de loisir à une situation d'apprentissage plus non formelle, puisque c'est pas un cadre éducatif, mais quand même on les incite à apprendre, peut complètement changer la donne. En tout cas, c'est une vraie question, et sur les situations que j'ai vues, c'était très intéressant à voir. Mais encore une fois, c'était un terrain... Merci voilà. pour cette réponse. Une dernière question devant. Vitaly, je t'invite à peut-être reformuler ta question tout à l'heure dans le temps qui sera imparti. Il y avait une question devant. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. C'était vraiment passionnant et ça soulève énormément de questions, à la fois de
de méthodologie, de contenu, de plein de choses. Et j'ai notamment une question qui est un peu double sur l'approche qu'ont les participants-participantes vis-à-vis donc, de ces sujets qui sont des sujets réels. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu voyeuriste en fait, dans le fait de participer à de tels événements, sans porter forcément de jugement sur cette motivation-là? Mais Elisa hier parlait des volontés des gens d'aller voir l'asile de Town of Light donc, sur place pour vraiment saisir cette ambiance-là. Et donc, lié à cette question du voyeurisme, est-ce qu'il peut y avoir aussi une autre motivation qui peut être y aller pour changer l'histoire? Je ne sais pas comment le vivent les participants, mais pour essayer de trouver une autre fin possible ou d'autres interactions possibles par rapport à ce qui a été fait. Juste avant que tu répondes, je pose une question supplémentaire. Il y a le voyeurisme et il y a peut-être aussi la question de l'extimisation. Une volonté de rendre visible et de s'exposer. Juste pour l'extimisation, je ne serais pas capable d'y réfléchir parce que je n'ai pas suffisamment réfléchi au sujet, mais c'est intéressant. Mais je pense qu'on peut lier ça au concept général de représentation, au sens représentation dans les médias, au sens de recherche de visibilité, notamment pour Légion, peut-être c'était ça peut être une recherche de visibilité pour le racisme anti-slovaque qui avait eu lieu à l'époque. Alors, est-ce que ça a réussi ou pas? Ça, c'est encore vraiment une autre question. Mais il peut y avoir une recherche de visibilité également dans Légion à travers le fait que cette anecdote historique, pendant la moitié du XXe siècle, n'était pas du tout abordée, puisqu'elle était plutôt anticommuniste et la République tchèque était gérée par un gouvernement communiste pendant la moitié du XXe siècle. Et donc, il y a eu vraiment cette volonté de s'approprier cette anecdote historique et donc peut-être de la représenter, de recréer un récit national. Transition à la prochaine intervention. Et par rapport à la question de potentiel voyeurisme ou d'envie d'Uchronie, d'envie de changer l'histoire, je vais essayer de répondre également pour Légion, puisque encore une fois, voilà, Futurist Straight est évidemment un sujet très intéressant, mais je n'ai pas autant de données dessus. Je ne sais pas l'intention qu'avaient les personnes qui ont participé à Futurist Straight. Contrairement à Légion, où j'ai pu analyser des réseaux sociaux, des discussions informelles, où j'ai pu demander aux personnes quelles étaient leurs raisons, où j'ai pu analyser ensuite les discours qu'ils portaient, les mots qu'ils utilisaient, les éléments de langage que je pouvais retrouver parfois ailleurs dans la communauté du tourisme du jeu de rôle grandeur nature. Dans Futurist Straight, je ne sais pas quelle pourrait être leur intention. Effectivement, il peut y avoir une intention comme je le mentionnais, d'expériences positives, négatives, je vais me faire mal à me mettre dans les souliers de quelqu'un qui a souffert, qui est toute une tendance en fait dans le jeu de rôle grandeur nature à vouloir jouer. Voilà, il y a eu des rôles de migrants à un moment avec le gène The Quota. Le quota, qui a eu une version française en Bretagne, qui avait été recontextualisée au contexte breton d'ailleurs. Voilà, de jouer des migrants, des sans-abri, des jeunes gays et lesbiennes et trans des années 80 aux États-Unis pendant l'épidémie du sida. Et il y a potentiellement effectivement cette intention, voilà, de se faire une expérience positive négative, c'est-à-dire une expérience d'émotions qu'on va juger négatives, d'émotions fortes, de désespoir, dégoût, des choses comme ça, ce genre d'émotions, comme quand on va aller voir un thriller. Et ensuite, mais en fait, avoir profité de cette expérience avec plaisir. Donc il y a cette tendance-là, et ça peut être ça, mais je ne pourrais pas répondre pour The Futurist Straight. Mais en tout cas, pour Légion, il y avait l'expérience physiquement éprouvante et dramatique de se mettre vraiment dans cette situation de jeu difficile. Merci pour toutes ces réponses.
On passe tout de suite à la... On va applaudir. Parce que l'exposé était de qualité, les réponses l'étaient aussi. Donc c'est tout à fait normal. On passe tout de suite à l'exposé suivant, Vitaly.